Alors, je m'appelle Jérôme Roumagne, j'ai 28 ans, calédonien, et je suis réalisateur. Alors, devenir réalisateur, c'est pas venu tout de suite. En fait, au niveau du collège-lycée, je faisais des petits montages vidéo ou photos des vacances ou autres en famille. Et du coup, après, voilà, c'est venu un petit peu de là. Et puis après, tout simplement, parce que le cinéma, ça me faisait rêver. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Alors, le film qui a été un petit peu révélateur, c'est Avatar. Parce que ça a été une révolution un petit peu, et quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit waouh, on peut quand même faire des choses dingues. Et puis voilà, je devais avoir à peu près 14 ans, je pense. Donc à partir de là, je me suis dit banco. Alors, mon parcours scolaire, après mon bac S, qui du coup m'a pas servi à grand chose pour faire des études de cinéma, mais enfin bon, c'était toujours ça. Je suis parti à Paris faire des études supérieures dans une école privée. J'ai fait une année de prépa et ensuite 3 ans, dont 2 ans de spécialisation. Et donc voilà, en 4 ans, j'ai eu mon diplôme de réalisateur mise en scène. Ouais, alors actuellement, je suis en train de réaliser un documentaire sur les violences intrafamiliales et la maltraitance des enfants en Nouvelle-Calédonie. Donc c'était un sujet assez important pour moi à traiter. En fait, j'ai vu des chiffres sur les violences intrafamiliales en France au moment du confinement, du premier. Et j'ai commencé à me demander comment ça se passait ici, comment gérer les familles dans ces situations-là. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à écrire un film. J'ai rencontré ma productrice qui m'a dit écoute, faisons un documentaire avant, ça peut être bien, ça te permettra d'aller sur le terrain. Donc on est parti là-dessus et du coup on a décidé de faire rejouer les témoignages des enfants par des comédiens. Ce qui nous a permis parce que voilà, c'est compliqué pour ces enfants-là et ces familles de s'exprimer, d'autant plus quand on met une caméra comme maintenant devant. Et puis pour garantir surtout aussi leur anonymat et puis leur sécurité, c'était important pour nous. Il était hors de question de mettre qui que ce soit en danger en faisant ce documentaire, donc on a fait rejouer par des comédiens, ce qui permettra aussi aux spectateurs de ne pas avoir quelqu'un de flouté avec une voix transformée en face de soi, et je pense que ça permettra de renforcer ces témoignages. Donc voilà, on est en plein montage là, il nous reste encore quelques semaines et puis après ça sortira sur NC Première. Alors, grande question, rester en Calédonie ou repartir à Paris? Et ben, j'ai décidé de ne pas faire ce choix. J'ai décidé d'avoir un pied à Nouméa et un pied à Paris. Comme ça me permet de développer mes projets ici en tant que réalisateur. Là, je travaille aussi sur un long métrage qui devrait suivre le documentaire, qui se passera totalement ici. Voilà. Donc, on croise les doigts pour que ça se fasse. Et en parallèle, je continue à faire quelques allers-retours sur Paris pour bosser en tant qu'assistant réalisateur sur des longs métrages, des pubs, etc. Donc voilà, j'ai décidé de faire un petit peu les deux. Donc je réponds pas à la question, mais un peu des deux. Alors, le moment le plus marquant sur le tournage de Respire... Attends, il faut que je réfléchisse, ça fait longtemps quand même. Je pense que le plus marquant sur Respire, ça a été peut-être juste avant. Il y a eu 2 moments. Le premier moment, c'est quand Marthe Villalonga a accepté de faire le film. Parce que c'est une comédienne voilà, assez connue, très expérimentée. Et donc quand je lui ai envoyé le scénario, je l'ai envoyé comme on envoie une bouteille à la mer sans en attendre vraiment un retour. Et elle m'a rappelé quelques jours après, et donc ça a été assez marquant de se dire waouh, on a quand même une comédienne hyper confirmée qui va faire confiance à des étudiants et qui met son image en jeu, et surtout le tournage ça a été assez dingue. Et le deuxième
élément marquant, mais c'est pas en tournage non plus. C'est les retours qu'on a eus sur Respire, de jeunes qui avaient la mucoviscidose ou qui avaient une relation particulière avec leurs grands-parents et qui nous ont fait des retours par rapport au film, qui nous ont dit qu'on les avait fait pleurer. Et donc voilà, à ce moment-là, je me suis dit, on a réussi à toucher des gens et c'est ce qu'on cherche à faire avec un film, donc toucher des gens, faire réfléchir. Donc voilà, ça a été assez marquant pour moi. J'ai reçu des cadeaux, on m'a envoyé des chocolats. Donc je pensais pas que pour un film étudiant, ça pourrait se passer comme ça. Donc voilà les éléments marquants sur Respire. Après, je cherche quand même mon tournage. Il y en a eu tellement. Ah si, je t'en donne quand même un élément en tournage de Respire. C'est qu'on était tellement à fond, on avait mis des énormes projecteurs devant les fenêtres. Et à la fin de la journée de tournage, je sors. Donc pour moi, il faisait jour et en fait, il était minuit. Voilà, donc à l'intérieur, c'est ça le cinéma aussi, c'est la magie. Pour nous, dans la chambre d'hôpital, il faisait jour, alors que derrière, dehors, il était minuit, quoi. Donc il faisait nuit depuis très longtemps. Donc ça fait partie aussi un petit peu des... Bon, l'équipe était pas très contente après moi, parce qu'ils se sont couchés tard ce soir-là. Mais voilà, ça c'était assez marquant aussi. Après, sur mes bleus d'enfant, sur mon documentaire, je pense que le moment le plus marquant, c'était à l'IFU. Quand on a eu le témoignage d'une assistante sociale qui nous a expliqué pourquoi elle était devenue assistante sociale, qu'est-ce qu'elle avait vécu. Voilà, son parcours était en lien avec la thématique des violences intrafamiliales. Et donc on était dans une case avec l'équipe de tournage et on s'est tous mis à pleurer. Elle et nous surtout, parce que c'était une histoire hyper touchante et voilà, ça montre que les violences intrafamiliales, ça touche tout le monde. Et je pense qu'il est temps d'en parler et de sensibiliser sur le sujet pour essayer de libérer la parole et que les victimes sachent surtout que c'est dur. Le premier pas doit être le plus compliqué, mais il faut en parler. Il y aura toujours quelqu'un, un adulte, un médecin, un assistant, un travailleur social, qui sera là pour les écouter. Et je pense que c'est important d'en parler.